Bienvenue tout le monde, on va peut-être commencer tranquillement. Voilà, aujourd'hui on va tacler une problématique qui est assez présente dans le day-to-day de quelqu'un qui fait du produit, de entry-level à CPO. On passe notre temps à dire non et mieux vaut ne pas être, je pense, timide par rapport à cette question-là, et on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Hop, du coup, juste pour savoir un petit peu ce qui nous attend. Juste pour savoir un petit peu ce qui nous attend. Donc déjà, moi, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Est-ce que vous pouvez juste nous mettre rapidement dans la chatbox, chacune, une petite phrase sur ce que vous attendez dans ce webinaire, peut-être sur votre contexte spécifique, peut-être à un moment donné où vous avez dû voilà, vous êtes retrouvé dans une situation un peu complexe où il fallait dire non à votre boss ou à un développeur ou à quelqu'un. Juste nous dire un petit peu ce que vous attendez. C'est hyper cool, ça nous permet d'orienter un petit peu et de répondre déjà à vos questions. Ensuite, n'hésitez vraiment pas à nous interpeller, poser vos questions, prendre la parole. Là, on va être en petit comité, donc profitez-en. Franchement, c'est bonus, c'est cadeau. Merci beaucoup, Raphaël, d'être là. Moi, très rapidement, donc 5 ans d'expérience en product dans un environnement startup, scale-up. Et aujourd'hui, j'ai l'immense chance de travailler avec les élèves sur Maestro, qui est une formation intensive d'excellence au métier du produit. Et Anita va animer ce webinar. Bonsoir Mehdi, bonsoir à toutes et à tous. Très contente d'être là. Moi, c'est Anita, j'ai la chance de suivre le Bootcamp Maestro depuis quelques semaines. En quelques mots, j'ai démarré dans le web en 2012. Je suis passée à différents postes. J'ai fait un peu de gestion de projet à Arte. Et là, je fais du support technique pour une plateforme SaaS, MyMarriage, qui a été renommée depuis quelques jours. Et là, je m'oriente vers comment faire évoluer un produit, créer un produit, ce qui explique ma présence chez Maestro. Et je suis ravie d'avoir avec nous Raphaël Bunchline, CPO à Cartable, pour aborder le thème de savoir dire non au sein du métier de product manager. Yes, et ben, bonjour à tous. Je vois que les premières questions commencent à tomber. Donc, moi, je suis au produit depuis un peu plus de 10 ans. Je suis passé par PayPal, Uling qui a été racheté par Activity. Je suis monté CPO chez Rakuten progressivement avec le produit et le SEO. Et aujourd'hui, depuis un peu moins d'un an, je suis CPO chez Cartable avec le produit et le contenu pédagogique. Alors, on va aborder cette soirée en 3 grandes parties. Première partie, à qui on dit non et comment. Deuxième partie, l'importance du non. Est-ce que c'est un pouvoir, un devoir? Et tacler en fin de discussion le dire non dans la position, dans la définition du rôle de PM. Évidemment, vous posez toutes vos questions. Je vais essayer de garder un œil sur le chat et on va y répondre au fur et à mesure. Ok, bah super. Alors, sans peut-être commencer par les questions, j'espère qu'il y en aura une partie qu'on répondra aussi au fur et à mesure. Je vois certaines questions qu'on adresse plus particulièrement, mais Juste peut-être pour commencer, juste avant de commencer à répondre aux questions concrètes et rapidement, est-ce que Raphaël, s'il te plaît, tu peux nous mettre dans le contexte de ce que c'est que Cartable? bien sûr. Alors, Cartable, c'est une application slash un SaaS qui a vocation pour les élèves de réussir leur scolarité et pour les parents de comprendre la scolarité de leurs élèves via des parcours pour les enfants ultra personnalisés qui permettent d'atteindre les objectifs des élèves qu'ils se sont définis eux-mêmes sur l'obtention de leur baccalauréat et ce qu'ils souhaitent faire après, et pour les parents de se faire d'avoir un petit peu de data et de comprendre un petit peu via des chiffres et, comment est-ce que leurs élèves, leurs enfants travaillent et pouvoir suivre tout ça en temps réel.
Donc, on a une application iOS Android et on a un site web mobile qui a été lancé en 2015. Et donc, c'est une boîte qui compte aujourd'hui une petite vingtaine de personnes, très, très largement découpée entre le produit qui est avec le contenu pédagogique une douzaine de personnes et la tech qui est 6-7 personnes et 2-3 personnes au marketing. Euh, donc, ce qui sera intéressant pour rebondir sur la question de savoir dire non, c'est que je pourrais à la fois parler d'un grand groupe euh, comme Rakuten, où en réalité, il y a à la fois une culture japonaise particulière et il faut savoir dire non dans un contexte international d'un très grand groupe avec des projets qui sont très variés, de boîtes un peu plus moyennes, puisque le nom euh, qu'on reporte au groupe au Japon n'est pas le même nom qu'on va travailler dans une boîte de 250 personnes comme Rakuten France, historiquement Price Minister, ou encore une boîte de 20 personnes comme on a pu vivre, comme je peux vivre aujourd'hui chez Cartable. La façon, la communication, voilà, donc je pourrais un petit peu jauger en fonction des questions et de la conversation là où ça nous amène aux différentes tailles d'entreprise, quoi. Alors, Anita, peut-être que tu as ton micro coupé. Non, c'est bon, je suis là. Alors, je vois, vos premières questions est partiellement recoupée dans les questions que je vois dans le chat. Comment est-ce qu'on différencie un non, enfin, comment on communique le fait de dire non sans que ce soit quelque chose d'agressif vis-à-vis de quelqu'un? Ouais. Bah, la première chose, surtout sur des métiers POPM qu'il faut comprendre, c'est que on est là pour ça, d'abord. Donc, ça fait partie de notre rôle, c'est notre salaire de savoir dire non. On doit être aussi capable de dire oui de temps en temps. On y reviendra peut-être plus tard, mais le non est plus dur à faire. Donc, euh, il faut savoir dire non sans trop culpabiliser de dire non. Euh, donc ça, c'est peut-être la première chose à avoir en tête, c'est euh, qu'il ne faut pas avoir peur de dire non. Euh, Ensuite, comment on va faire pour dire non? Euh, alors, il va y avoir, même si on va essayer de trouver un framework, une ligne directrice assez commune, euh, il va y avoir plein de façons en fonction des interlocuteurs et en fonction du besoin de dire non différemment. Donc, on va pouvoir peut-être un peu rentrer dedans au fur et à mesure, mais ça va faire partie de la conversation. Et question qui découle naturellement, pourquoi tu dire non? Pourquoi dire non pour commencer? En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles dire non. Tout d'abord, il faut savoir que quand on est un PM, on est très vite on va dire, la bouée de sauvetage de l'entreprise. On représente les développeurs et on a beaucoup de pression parce que on est un peu bottleneck sur tous les besoins de l'entreprise par rapport aux développeurs ou d'une partie de l'entreprise. Et donc, le rôle, ça va être de dire non. Et pour se rattacher au non, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a des noms qui peuvent être liés tout simplement aux besoins de l'entreprise, à la vision qu'on peut avoir en tant qu'entreprise. Donc, euh, on peut se retrouver avec des équipes commerciales, avec des équipes marketing qui ont le nez un petit peu dans le guidon et qui ne se rendent pas compte que leurs demandes ou leurs besoins sont des besoins qui sont finalement assez spécifiques et qui ne vont pas dans le sens de la vision. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on peut dire non. Une autre raison euh, qui peut en découler, c'est comment faire pour maintenir euh, la roadmap qu'on s'est donnée. Donc, ça va un petit peu avec la vision. Euh, on s'est donné des objectifs sur les prochains mois dans la roadmap, dans le backlog, et il faut savoir jongler entre des petites demandes et des grosses demandes et, euh, et savoir délivrer un produit
qu'on a réussi à scoper parce qu'en tant que PM, on commence à connaître son équipe de développement et on est capable de juger s'il faut aller dans le sens de ce projet ou pas. On peut aussi parler de focus. Un des trucs qu'on découvre avec un petit peu d'expérience dans le product management, c'est que il peut y avoir des sujets qui sont très petits, qui font totalement du sens et pour qui ça peut presque être le bon moment de le faire. Et pour autant, il faut être capable de dire non à ces sujets-là parce que par rapport aux sujets en cours dans une équipe technique, par rapport à la compréhension de l'univers technique dans lequel notre équipe travaille à un moment donné, euh, c'est pas le bon moment pour le faire. Donc, on peut dire non, on peut dire plus tard. On va voir qu'il y a le non, c'est pas que le non systématique de ta proposition est rejetée, mais ça peut être aussi un non qui s'installe sur c'est pas le bon moment ou c'est plus tard. Mais voilà un petit peu différentes raisons pour lesquelles, en tant que PM, on doit être capable de dire un non sur une demande qui nous arrive. Par rapport à cette dernière remarque, je pense que c'est intéressant de répondre à la question de Céline qui demande comment avoir des tips pour dire non de façon diplomatique. Comment est-ce que tu fais comprendre à quelqu'un, à des collègues, que la demande n'est pas forcément prioritaire à un moment donné? Carrément. Alors moi, dans les équipes, de manière générale, j'ai un petit hook pour essayer de structurer sa réponse sur le non. Euh, Vous m'avez, je crois, je l'ai déjà dit une ou deux fois, c'est il faut savoir dire non, sauf que faux, je l'aurais écrit FOS comme fait, opinion, sentiment. Donc, la manière la plus, on va dire, selon moi, la plus simple de dire non et sur laquelle la personne peut le plus se rattacher, c'est de suivre ce petit framework de fait, opinion, sentiment. Et donc, je m'explique. Tout d'abord, le fait, c'est expliquer de manière factuelle pourquoi est-ce qu'on dit non sur un sujet. Mettons, je ne sais pas, une demande de changement de CTA ou quelque chose comme ça. On va dire non, ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas à toi de dire la couleur du bouton ou est-ce que ce CTA a une place ou pas ici. Donc, euh, le fait. Ensuite, l'opinion, c'est je pense que ce bouton devrait plutôt être comme ça. D'ailleurs, parenthèse, le fait peut souvent, si possible, s'appuyer sur de la data. Donc, il y a en fonction de ton interlocuteur, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais tu peux avoir des interlocuteurs qui vont avoir besoin de toi, que tu fasses un travail en amont pour dire non, qui s'appuie sur de la data. Ensuite, tu peux donner ton opinion, qui est, je pense que c'est au rôle du product designer et non pas de l'équipe commerciale de déclarer si ce bouton est pertinent ou pas. D'ailleurs, pour revenir sur la data dont on a parlé précédemment, blablabla. Mais pour finir, un des trucs qui va vraiment créer l'adhésion dans, dans le, dans la réponse du non, c'est le sentiment. Et le sentiment, c'est pas seulement son propre sentiment, c'est le sentiment de la personne en face. Donc, comprendre et se projeter sur pourquoi la personne a fait cette demande en premier lieu. Et du coup, euh, le fait de réussir à se mettre à la place de la personne et que la personne ait vraiment compris, malgré le non, pourquoi est-ce qu'on lui dit non, ça va vraiment l'aider à se calmer sur, on va dire, le niveau d'urgence parce que le, ça va être assez fataliste parce que la chose qu'on aura dit, elle est déjà en connaissance de cause de pourquoi la demande est venue en premier lieu. Et donc le sentiment, c'est j'ai bien compris que tes objectifs ne sont pas accessibles si tu ne fais pas des points d'entrée dans ton ramp-up commercial sur ces endroits-là.
peut-être qu'il faut que tu revoies avec ton manager tes objectifs qui sont peut-être un petit peu difficilement atteignables, ou alors peut-être qu'il y a d'autres endroits sur lesquels on pourrait travailler ensemble les fois d'après qui renforcent ça. Toi, Et bien, Raphaël, c'est quand la dernière fois, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais savoir quand est-ce que c'était la dernière fois concrètement que tu as dit non chez Cartable? euh, bah, tout à l'heure, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on fait assez souvent hein, au produit. Une des dernières conversations qu'on a eues, en fait, chez Cartable, on a une partie qui est un WordPress qui permet à l'équipe marketing de gérer son contenu et une partie qui est plus, on va dire, produit. Et, euh, et donc, il y a des questions de est-ce que l'équipe produit doit être responsable du contenu euh, du WordPress ou pas. Et donc, bah, c'était mon rôle que d'accompagner les équipes marketing pour leur expliquer que ce n'était pas nous qui allions remplir le contenu, euh, mais qui allons permettre via le contenant de générer du contenu pour le marketing de la façon la plus simple possible, quoi. Et donc, tu as appliqué le framework dont tu nous as parlé? Alors là, ben, non, parce que tout d'abord sur la partie data, c'est pas trop un sujet. Il n'y a pas, y a pas vraiment trop matière à s'appuyer. En fait, tu peux le faire. Peut-être que je l'ai fait sans m'en rendre compte. En fait, ce que je disais, c'était que les personnes qui travaillait le plus sur le WordPress, donc la plus grosse volumétrie de modifications, c'était le SEO. Donc, le fait, tu vois, pourquoi est-ce que ça viendrait dans l'équipe produit? Après, l'opinion, c'est moi, je pense que ça devrait plutôt être quelque chose sur lequel nous, on ne travaille pas. Pour telle et telle raison. Et en fait, le sentiment d'après, c'est j'ai bien compris que si on ne met pas si on ne met pas la main dedans, il y aura des problèmes de consistance sur le design ou des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est différent, sur lequel nous, en tant que responsables du contenant et non pas du contenu, il faut qu'on travaille, etc., etc. Et juste sur la forme, en fait, sur l'expression orale du non, est-ce que tu recommandes de dire ces trois lettres, de dire non vraiment de manière frontale, ou de passer par je ne sais quelle circonvolution? Mais je pense que ça dépend de son interlocuteur, en fait. C'est peut-être là où il faut commencer à se poser la question euh, pas seulement de comment formuler, toi tu aurais formulé ta phrase, mais quelle va être la façon qui va le plus embarquer ton, les personnes qui sont en face de toi dans ta conversation. Typiquement, il y a des personnes, tant que tu leur as pas vraiment dit non, ils ne vont pas entendre raison parce qu'ils vont penser que la porte est encore ouverte et donc ils vont continuer à pousser, soit via toi, soit via d'autres interlocuteurs. Ils vont essayer de te contourner parce que la porte est encore ouverte et donc ces gens-là, il faut être capable de leur dire non, de savoir comment les accompagner là-dedans. Et en revanche, il y a des gens qui vont encore plus se braquer quand ils vont entendre non et ils vont essayer à tout prix de rentrer dedans et de dire ah bah puisqu'il m'a dit non, je vais prouver qu'en fait oui. Donc il, un PM, c'est vraiment quelqu'un, on va dire, qui a un métier de caméléon dans une entreprise. Il doit être capable de s'adapter aux couleurs du mur derrière soi et donc de l'interlocuteur en face de soi. Et donc, on va découvrir en fait que on va se casser les dents une première fois en appliquant un truc hyper pragmatique sur une personne. Et puis, on va se rendre compte qu'en fait, c'est un fondateur et qu'il n'est pas capable d'entendre non et qu'il va falloir le faire différemment, etc., etc. C'est vrai qu'il y a
c'est une symbiose assez compliquée à avoir parce que le product manager doit être garant de la bonne évolution du produit selon les objectifs business et l'intérêt final des utilisateurs qui l'utilisent. Et en même temps, il faut savoir s'adapter à différents degrés de public quand tu leur réponds. Et ce qui m'amène à te demander, est-ce que tu dis non de la même façon selon que tu réponds à un collègue, à une équipe, au CEO? Bah, c'est un petit peu ce que je disais dans ma réponse. Alors attendez, parce que c'est la panique. Une seconde, j'ai une galère de nounou, donc j'ai mon fils qui est en train d'appuyer sur tous les boutons. Hop, voilà. Donc, pardon. Donc, non, ce que je commençais à dire, c'est il faut savoir justement s'adapter à la personne en face de toi. Donc, euh, il y a des fois, il y a des conversations, en fait, et en fait, même sur les mêmes personnes, il faut savoir à quel moment le nom est perceptible ou pas. C'est-à-dire que parfois, il y a des entreprises pour une même personne qui vont attendre de toi que tu dises non je sais pas, dans une réflexion un peu stratégique, parce que tu as ce rôle un petit peu de garde-fou et que des fois dans les conversations stratégiques, tu partes un peu dans tous les sens. Et, euh, et parfois, cette même personne avec laquelle tu as travaillé et sur laquelle tu as été capable de dire non dans tous les sens, sur quelque chose qui va plus l'affecter, eh ben, elle n'entendra plus le non alors que tu lui as rabâché un non pendant 15 minutes précédemment. Donc, il faut savoir non seulement gérer son audience, donc une personne ou plusieurs personnes, mais il faut aussi savoir euh, quels sont les moments où il faut dire non et quels sont les sujets sur lesquels il faut dire non. Donc, pour répondre peut-être un peu plus sur ta question, peut-être qu'une équipe, en fait, il y a la différence du moment. Donc, il y a une équipe, il y aura des moments, par exemple, ton équipe de développement, quand tu es PM, euh, ton nom va être beaucoup plus facile à être intégré parce que bah, ils comprennent probablement plus les enjeux que toi tu as par rapport aux équipes business de savoir gérer tes besoins, alors que une équipe business peut ne pas comprendre les raisons pour lesquelles on dit non parce qu'ils sont dans un contexte qui est un peu plus subjectif, qui est le leur, qu'une équipe technique qui a plutôt tendance à suivre et à croire un PM. Donc, il faut faire attention à ça, quoi. Wow, et il y a Elise qui Si... demande. Ouais, c'est la question sur laquelle j'allais rebondir. Il y a Elise qui demande dans quel contexte un PM n'a pas le droit de dire non. C'est une très bonne question, moi, je trouve. Dans quel contexte voilà, tu n'as pas le droit de dire non en tant que PM? J'avoue que, en fait, je pense que en fait, il faut se poser la question. Je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que toi, en tant que personne, euh, est-ce que c'est un nom objectif? Est-ce que d'abord, ton nom est pas un peu influencé de ton opinion, de l'interlocuteur en face, parce que tu sais qu'il vient souvent avec des mauvaises idées, donc tu vas peut-être avoir envie de lui dire un nom de manière un peu systématique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être hyper vigilant. Et une fois que tu t'es retiré ces questions-là de ta tête, si ton nom est logique, factuel et pour les bonnes raisons, il ne faut pas se priver de dire non dans un premier temps. Après, ton rôle, ça a été de dire non. Si, par exemple, je ne sais pas, c'est un cofondateur qui, malgré ton nom, a une vision très claire que tu n'as pas encore perçue parce que tu n'es pas dans l'entreprise depuis longtemps ou qu'il a une vision 5 ans que tu n'as même pas encore imaginée, qui fait qu'il a réussi à monter une boîte successful par rapport à celle que tu es aujourd'hui, ton rôle n'a pas été mauvais, tu as pu lui dire non, et libre à lui de dire j'ai compris que tu m'as dit non, mais on va le faire quand même.
mais au moins, tu as joué ton rôle de dire non. Si c'était pour les bonnes raisons, si c'est, Michel. pardon. Et en tout cas, voilà. Donc, je pense pas qu'il y ait un moment où tu dois te priver de dire non. Euh, Par contre, il faut savoir aller au-delà du non si la décision est quand même prise, quoi. Mais, mais typiquement, quand tu as la situation. Alors, moi, il y avait deux cas de figure où je me retrouvais un peu embarrassé. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaîtront là-dedans. Le premier, c'est la situation où tu as un truc qui est fast-forwardé. C'est pas forcément un bug, ça peut être un bug, ça peut être une user story, un truc qui est fast-forwardé. Et, euh, et tu sens que la personne qui te l'a fast-forwardé, elle l'a fait avec beaucoup, beaucoup de cœur, que ce soit un commercial parce qu'il y a son client qui est prêt à signer si on rajoute cette feature, que ce soit voilà, un bug, je sais pas, comme je disais sur la page paiement ou quoi que ce soit, tu as cette situation-là, vraiment un truc qui remonte en flèche dans le backlog. Toi, ton équipe, elle est en plein sprint, vous êtes en train de développer votre truc, machin, vous voulez pas trop, tu veux protéger tes devs, effectivement, tu sais qu'il y a de la valeur ailleurs. Comment tu fais dans cette situation-là? C'est la première situation. Et ensuite, la deuxième, et peut-être que je la reposerai après, c'est celle où ton boss, en fait, qui est très, très, très impliqué depuis le produit. Toi, t'es premier product manager, tu arrives, tu connais pas trop, tu es là depuis 6 mois. Bon, tu connais un peu le produit maintenant, mais bon, voilà. Et ton boss arrive et te dit, bah voilà, la compétition fait ça, va falloir qu'on s'y mette très rapidement au prochain sprint, alors que vous aviez convenu de d'autres OKR, d'autres choses avant. Déjà, il y a des fois dans tout ça où il faut dire oui. S'il y a des bonnes raisons ou si effectivement il y a des problèmes bloquants sur la plateforme, il ne faut pas systématiquement dire non. Faut savoir euh, pourquoi on dit non en fait. Et donc dans beaucoup de tes exemples, si le client est stratégique, si le bug est vraiment un bug bloquant, je pense pas qu'il faille dire non systématiquement. Euh, les, les, j'ai envie de dire les noms faciles, c'est pas des noms qui sont durs à justifier. Les noms dont on se parle là depuis une demi-heure, c'est les noms qui sont durs à justifier parce qu'ils ont du sens. Euh, donc dans tes exemples, il faut juste se poser la question de est-ce que en réalité euh, il faut vraiment dire non à ces questions-là? Et si il faut vraiment dire non à ces questions-là, il doit y avoir une raison rationnelle pour laquelle tu dis non. C'est-à-dire que est-ce que le client B2B qui va être proche de faire sa signature et de closer son deal, est-ce que est-ce que cette feature est bloquante pour la signature du deal ou est-ce qu'elle est bloquante pour le rollout qui aura lieu dans 6 mois et auquel cas probablement qu'il y aura le temps de faire un MVP de la version dont il a parlé d'ici à 6 mois en s'engageant sur le truc. Peut-être que il y a des solutions alternatives sur le bug de la page de paiement qu'on peut envisager différemment. Et si c'est pas le cas, et si c'est effectivement plus héroïste de switcher rapidement, à ce moment-là, il faut se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment dire non, quoi. Je pense, pour répondre à ta question, c'est pas faut, faut, on dit beaucoup non et on passe beaucoup de temps à dire non. En tant que PM, c'est quelque chose qui est très, très chronophage parce que c'est le truc le plus dur à faire, mais il y a quand même une majorité de fois où tu dis oui dans ton travail de PM. Et ceux-là, ils correspondent qu'à 5% de ton temps, puisque quand tu dis oui, ça passe tout seul et tu passes et t'avances tout simplement, quoi. Et les fois où tu dis non,
qui sont peut-être moins nombreuses que les fois où tu dis oui, c'est des fois où il faut y passer parfois. Moi, en tant que CPO chez Rakuten, j'avais des mois entiers où je savais que j'allais devoir cruncher de la data, faire des rendez-vous avec des project managers au Japon, euh, sur des créneaux qui sont parfois en plus assez particuliers, dans des réunions où il y a beaucoup de politique en jeu, mais où mon rôle, c'était de dire non et de le baquer avec une bonne solution et d'étudier le pourquoi j'allais dire non et de me synchroniser avec d'autres pays pour appuyer mon non, etc. Donc, c'était un temps incroyable pour dire non, alors que si j'avais dit oui, c'était peut-être pas la bonne solution pour mon produit, mais ce temps, je l'aurais alloué ailleurs, quoi. À ton avis, à la louche, ça te prenait combien de temps de dire et d'expliquer, de préparer le fait de dire non? En fait, ça dépendait des sujets et des interlocuteurs. Et je pense qu'il y a un moment, quand tu es PM dans une boîte depuis plusieurs années, pardon, que tu as été capable de prouver que tes non étaient justifiés, que tes oui étaient justifiés, tu te faisais beaucoup moins challenger euh, qu'au début. Donc, je pense qu'au début, tu dois faire tes preuves sur pourquoi je dis oui, pourquoi je dis non, est-ce que je suis capable de créer de la valeur business sur mon produit tout en réussissant à repousser des propositions et à en accepter d'autres en fonction des business, en fonction des équipes, des business units, etc. Euh, et, et au bout d'un moment, tu assois ta crédibilité dans l'entreprise et le non sera plus facile à entendre auprès de quelqu'un qui sait que tu dis non pour des bonnes raisons à chaque fois. Et donc le non devient plus recevable qu'au début où tu dois un petit peu faire tes preuves auprès d'un interlocuteur. Mais au bout d'un moment, si tu arrives à, on va dire, à faire à transformer quelques essais de oui, quelques noms qui ont vraiment été des bons choix de noms, euh, et ben, ça te prend de moins en moins de temps. Le problème dans des grands groupes, par exemple, c'est que ton interlocuteur, il est toujours différent et donc il faut refaire ce travail infiniment et donc ton nom ton nom dépend de combien de fois tu as eu à échanger avec la personne. Il y a une question de Jennifer aussi, un peu spécifique, mais beaucoup de gens peut-être se reconnaîtront. C'est, voilà, tu es dans un contexte B2B, tu as des sales qui te demandent voilà, un développement qui a un impact business assez important, mais qui impacte ton cycle de développement, qui l'impacte énormément et qui est hyper spécifique à un client. Est-ce que tu dois dire non à ce moment-là? Et si oui, comment? Ouais, dans les SaaS B2B, en fait, un des gros enjeux des PM, pour moi, le plus gros enjeu, et c'est ce qui fait que dans les SaaS B2B, il y a vraiment des PM qui sont impressionnants par rapport à d'autres, où on sent le plus la différence entre les différents types de PM, c'est que c'est de réussir à créer quelque chose d'assez générique dans les roadmaps par rapport aux enjeux pour répondre tout ou partie aux besoins de l'autre client. C'est-à-dire de réussir à créer quelque chose qui répondra à ton client A et ton client B. Euh, et du coup, les enjeux dans tes roadmaps produits, ils deviennent assez agnostiques d'un client quand tu commences à avoir suffisamment de clients, parce que tu sais que ce que tu es en train de développer à un instant donné n'est pas spécifique à un client. Et donc, si c'est un besoin qui arrive sur un autre client, euh, bah, ça revient peut-être au directeur commercial de se poser la question de est-ce que dans le pipe B2B du moment, il y a des clients qu'on serait capable de perdre, de sacrifier pour un autre client. Et du coup, la réponse, elle est un peu moins produit.
elle est plus de l'ordre de bah, très bien, moi j'ai mon nombre de ressources qui est limité. Donc, libre à moi d'amener la décision au bon interlocuteur qui est le représentant pour un SaaS, je ne sais pas, du MRR, et qui donc doit être pas de ma responsabilité. Je suis capable de créer quelque chose d'assez générique en tant que PM sur ce client-là et deux, trois autres. Donc, je sais que je fais une feature sur laquelle je peux capitaliser dans le futur. Je l'ai en tête. Maintenant, est-ce qu'on doit presque arrêter ce qu'on fait en cours parce que le client qu'on est en train de signer fait 150 fois le MRR de l'autre et on décide vraiment collégialement que c'est ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on va aller chercher 10 petits clients qui se font combiner la moitié du MRR, mais dont les logiques de croissance, etc., sont telles que ça vaut le coup? C'est plus trop ta responsabilité. Par contre, ta responsabilité, c'est d'en faire un truc générique. Et, je voudrais me rebondir sur une question de Céline. Est-ce que le nom, c'est le même pour toi? Enfin, est-ce que tu préfères le faire à l'oral ou à l'écrit? Je sais. En fait, je pense que souvent, tu n'as pas le choix de te poser cette question-là. Tu te manges une question qui est à l'oral et il faut savoir répondre à l'oral. Je pense en revanche que les noms qui sont un peu conflictuels, il faut mettre une trace écrite dessus. Ça veut pas dire que tu peux pas répondre à l'oral, mais souvent ça vaut le coup d'enfoncer le clou à l'écrit sur comme discuter ensemble, on fera pas ta fonctionnalité ou quelque chose comme ça, peut-être en mettant en copie les bonnes personnes parce que tu veux pas tomber dans un téléphone arabe qui t'emmène sur un flou par rapport à ta position en tant que PM. Par contre, libre à eux après d'aller essayer de le défendre dans un second temps, mais il faut que ta position soit assez claire, quoi. Adaptez-vous à votre interlocuteur. Il y en a, tu sais que le nom par écrit, il va se faire transférer à 150 personnes dans l'entreprise et que pour rien, tu vas passer 80 heures à expliquer le nom, alors que l'oral aurait suffi. Mais dans une vaste majorité des cas, il vaut mieux dire non à l'écrit, je pense. Même si l'oral, si tu es quelqu'un de sympa, peut permettre un petit peu de faire passer la pilule, mais back-toi par un petit nom à l'écrit, ça fera jamais de mal. Après, je suppose que ça dépend beaucoup de la culture de la boîte, la façon de fonctionner. On est un peu habitué selon les cultures de boîte, de toujours communiquer à l'écrit ou de plutôt provoquer des petits points oraux. Tu parlais un peu plus tôt du nom au niveau culturel. Est-ce que tu aurais des exemples à nous partager? Oui, bien sûr. Bah, un super exemple, c'est les quelques années que j'ai fait chez Rakuten. En comparaison avec le temps que j'ai fait chez PayPal, chez Rakuten, au Japon, il y a une structure, de façon générale, donc pas chez Rakuten, mais au Japon, il y a une structure hiérarchique qui est très, très respectée. Et donc, quand un C-level va dire quelque chose, ça paraît inconcevable de dire non quand tu es même à un V-level ou en dessous, en directeur ou quoi. Et donc, il y a tout un processus qui est hyper compliqué quand tu es européen, par exemple, de dire non sur une question japonaise. Quand on te dit, bon, bah, le CEO du groupe Rakuten a eu cette idée, qu'elle ne fonctionne pas pour ton business, eh ben, tu vas arriver devant des project managers qui ne vont pas se poser la question de est-ce que tu le fais ou pas.
dans leur tête, ça a déjà été acquis, il l'a déjà dit. Donc, comment est-ce que tu vas l'exécuter? Et quand tu arrives avec un nom, qui est quelque chose que je faisais beaucoup, eh ben, ils sont complètement gelés. Ils ne savent pas comment gérer un nom. Ça remonte, ça escalade. Tu peux être sûr que dans la nuit entre ton mail à 17 h et du coup leur journée travaillée, ça a pris 8 niveaux de hiérarchie au Japon et tu te prends un mail d'un exécutif sur 14 réunions, un weekly qui s'ajoute et tout pour essayer de comprendre comment faire aboutir le nom en oui. Puisque le C-level a dit. Ensuite, bah, c'est à toi justement de ramer pendant un grand moment pour expliquer que pour l'intérêt du business, cette fonctionnalité arrivera plus tard, par exemple au Japon. Alors que aux États-Unis, quand tu dis non, c'est bien perçu. Mais c'est aussi un peu lié au fait qu'aux États-Unis, le product management est quelque chose qui est un peu plus développé et que donc ils savent que ta position de PM est un peu plus centrée sur le nom que ça ne peut l'être au Japon, quoi. Ta dernière remarque, je pense, répond à une question qu'on a eue dans le chat sur, je la retrouve, la question de Alima. Est-ce que la culture de l'entreprise et la connaissance du rôle de PM facilite ou complique le nom? Je pense qu'on a la réponse. Ouais. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que tu avais des stratégies pour anticiper des noms, tant au niveau d'une petite structure ou d'un grand groupe qui mêle plusieurs cultures? Bah, je pense qu'au bout d'un moment, tu connais tes interlocuteurs, donc tu sais, tu vas connaître suffisamment leurs besoins pour anticiper les questions qu'ils vont te demander. Donc, libre à toi d'être capable en amont en tant que PM de te dire, OK, on va avoir cette question, euh, ils vont avoir ce besoin, il va arriver, on va tout de suite crever l'abcès et on va en parler avant. Donc, ça m'est souvent arrivé par exemple, quand j'étais chez Rakuten et qu'on cadrait un projet, ça m'est arrivé plusieurs fois pour défendre le focus de mes PM et pour essayer vraiment de livrer des MVP, de faire des réunions café à côté avec le business owner du sujet pour lui expliquer que ce morceau-là de la feature ne sera pas présente au lancement du projet et que ça servait à rien d'aller dire ben non mais ça me convient pas, ça me suffit pas parce que son besoin va être couvert à 70%, à 80%. Et donc, avant même qu'il y ait un nom, si tu connais un peu tes interlocuteurs et tu comprends bien les besoins business, tu sais ce qui va découler des prochaines réunions quand les designs vont arriver et qu'ils vont se dire mais c'est un petit peu à côté de ce que j'ai demandé, etc. Est-ce Alors que moi, tu as des... Ouais, vas-y. j'avais une question aussi par rapport à tous les noms qui peuvent enfin, toutes les, pardon, euh, les suggestions qui peuvent arriver des autres équipes, du CEO, enfin, des CEO, des C-level et d'autres personnes. Est-ce que dire non, c'est pas anticiper en amont toutes ces questions, toutes ces suggestions qui peuvent arriver euh, et, euh, et voilà, et diffuser le produit, diffuser la roadmap, en parler énormément du backlog en amont et anticiper un peu tout ça pour que tout le monde sache ce qui se passe en fait à un moment donné. Hmm. En fait, si tu es capable d'anticiper via ton backlog ou via ta roadmap les demandes qui arrivent, c'est que déjà tu as fait un super travail de culture produit dans ta boîte et de focus en tant qu'entreprise sur l'alignement des équipes et tout. Donc, c'est déjà un super. En fait, si ça suffit, c'est déjà génial. Mais encore une fois, les noms qui sont les plus chronophages et dont on va le plus se parler, c'est des noms qui sont des bonnes idées qui sortent de nulle part dans une conversation, qui reviennent
Il y a, je sais pas, des C-level qui reviennent d'un week-end des big boss et qui ont eu plein de nouvelles idées de business et qui sont pas mauvaises, mais sur lesquelles il va falloir aller dire non, qui sont pas liées à la roadmap et à ton backlog, quoi. Effectivement. Une question de Christophe dans le chat qui demande qu'est-ce que tu fais si le C-level te bypass et ordonne directement l'exécution? Ben, en fait, le, 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 le- la gestion du CEO, c'est une conversation, je pense, à part entière qui n'est pas que dépendante du nom. Euh, je crois que d'ailleurs, il y a eu des ressources sur la gestion de ses fondateurs à la Product Week Winter là, avec Pauline Marol et Stéphane Lebas qui est super là-dessus sur comment gérer les fondateurs. Euh, je vous le conseille. Mais, euh, mais en fait, les C-level, il faut comprendre leurs enjeux, leurs besoins et pourquoi ils t'ont bypassé. Donc, s'ils te payent pour que tu sois dans l'entreprise, c'est ils sont censés comprendre ce à quoi tu sers en tant que PM. Et donc, s'ils t'ont bypassé avant de te parler, c'est juste un travail avec tes managers, si c'est pas lui directement, ou même si c'est lui directement, que d'expliquer ton rôle dans l'entreprise, d'augmenter la productivité de tes équipes ou les choses comme ça. Et que donc, il faut pas, il faut d'abord parler avec toi, il faut couper tous les ponts un peu underground qu'il y a avec ton équipe de dev. Et si il te bypasse après le nom, euh, en fait, si tu es bypassé pour des raisons où tout le board a été d'accord, entre guillemets, sur un bypass, eh ben, il faut, comme je le disais, plutôt être capable de savoir accepter de faire quelque chose sur lequel tu as dit non parce que c'est la bonne raison. Et s'il te bypass alors que dans le reste de l'entreprise, tu es plutôt à l'aise sur le fait que vous ayez dit non à cette feature, et ben pour le coup, il faut savoir escalader le problème pour que ça n'arrive plus, quoi. Je sais pas si ça répond ou si ma conclusion arrive au moment qui est touchy. C'est toujours touchy comme histoire, surtout si c'est quelqu'un qui est un peu ton boss et qui en soum va lâcher un petit Slack à des développeurs. Moi, ça m'arrive tout le temps, quoi. Ça m'est arrivé. Et un petit Slack à des développeurs et ton développeur, évidemment, va arrêter le sprint, va faire autre chose. En plus, toi, tu viens d'arriver il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Tu n'as pas forcément la légitimité pour. C'est toujours touchy. Comment est-ce que tu arrives devant ton boss et que tu lui dis, bon, voilà, à un moment donné, parce qu'en plus, il y a la question de l'ego, il y a la question. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi, qui sont de l'ordre du subjectif. En fait, je pense que s'il y a quelque chose comme ça qui arrive, il faut d'abord, on est plus sur l'ordre du oui ou du non, mais il faut comprendre pourquoi il a agi comme ça en fait. Qu'est-ce qui l'a amené à se dire, tiens, j'ai quelqu'un dans mon équipe et je vais le bypasser. Du coup, quel est le rôle même du salaire que tu dépenses pour avoir quelqu'un dont le rôle intrinsèquement est de faire ça? Est-ce que cette personne est-ce que toi, en tant que manager, tu es utile pour faire, enfin, tu dépenses bien ton budget de ressources puisque tu as quelqu'un dans l'équipe que tu bypasses. Donc, en tant que PM, je pense qu'il faut savoir lui retransmettre cette inquiétude mais du coup, si tu me bypasses alors que tu es mon manager, qu'est-ce que tu attends de moi? Et donc, si la personne attend de toi d'être purement un exécutant, etc., eh ben, bah, tant pis, entre guillemets, tant mieux, il y a des gens qui adorent ça, peu importe. Mais du coup, il faut se réapproprier OK, j'ai compris pourquoi tu m'as bypassé, ne le fais plus. Et si je n'ai pas mon mot à dire sur tes bypass, ben c'est dommage.
mais passe quand même par moi pour organiser l'équipe de la manière la plus efficiente et parce que moi, j'ai besoin de connaître mon produit. Et si tu l'as fait et que tu as la vivacité d'esprit de comprendre que c'était une mauvaise chose, eh ben, viens, on le bosse ensemble, comme ça n'arrivera plus, quoi. Yes. Est-ce qu'on a une ou deux dernières questions? On en a une intéressante de Céline. Est-ce que tu as remarqué si la proportion de noms baisse en fonction du taux, enfin, on va dire de la diffusion de la culture produit? En France, que tu as plus ou moins répondu à ça un peu plus tôt, en comparant les États-Unis au Japon. Ouais. Je pense pas que ce soit lié. Je pense que c'est vraiment lié à tes interlocuteurs et en fait la culture produit. euh, Il y a des entreprises qui sont ultra, qui adorent passer du temps à se poser la question, à se challenger, et même des boîtes hyper product. Je pense, je sais pas, je pense que la culture produit ou la culture de Google est ce qu'elle est, mais elle a quand même cette facilité à être une bonne culture produit. Et ils passent beaucoup de temps à se challenger, à se poser des questions et donc à se mettre des noms dans la tête à tout va. Et c'est pas mauvais parce que c'est pas des noms. C'est des noms, mais qui font avancer les choses. C'est pas du non réfractaire à non, je veux pas faire ça, non, 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 mais plutôt non, c'est pas une bonne idée. Et du coup, c'est plus un nom de discussion qu'un nom de euh, tu- je veux pas faire ça à titre perso, je pense que c'est pas le bon moment, etc., quoi. C'est plutôt la conversation qui est différente que le nom en fonction de la culture produit ou pas, quoi. Ouais, effectivement. Est-ce que l'acceptation du nom dépend du genre? Ouh, excellent, excellente question ça. Est-ce que ça dépend du genre homme-femme de... Oui, est-ce que ça dépend du genre homme-femme, de l'émetteur, l'émettrice? C'est-à-dire, tu veux dire, Myriam, voilà, le fait de dire non quand tu es une femme est potentiellement moins accepté que quand tu es un homme. Euh, bah, c'est vachement plus philosophique comme question. J'ai envie de dire, il y a des, j'ai envie de dire qu'il y a des cons partout, hein. Ça devrait pas, dans la théorie, si tu recrutes, si dans ton entreprise tu recrutes des femmes, des hommes ou d'autres types de minorités, quelles qu'elles soient. C'est des sujets hyper glissants, je sais, j'ai du mal à choisir mes mots, mais je pense que ça ne devrait pas. Est-ce que dans la réalité, ça l'est dans certaines entreprises qui ont des mauvaises cultures? Très probablement. Est-ce que c'est arrivé devant mes yeux? Je pense que je pense je pense pas avoir vu ça et avoir vu une façon d'encaisser le nom différemment si ça a été dit par une femme ou un homme. En tout cas, dans mes équipes, c'est jamais arrivé. Et je pense que bien évidemment, il doit y avoir des gens qui n'ont pas cette ouverture d'esprit et c'est bien évidemment désolant, mais c'est de l'ordre du légal là dont il faut parler. C'est plus une conversation product. Du coup, on arrive au bout, tranquillement. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce que vous pouvez juste nous mettre une petite note entre 0 et 5, s'il vous plaît, sur le chat, nous dire ce que vous avez aimé, moins aimé, comment on aurait pu aller plus loin, peut-être. Et bah, merci, c'était top d'avoir votre présence. Juste un petit mot pour vous dire que, enfin, aujourd'hui, on a annoncé, vous avez dû vous faire spammer sur LinkedIn, parce qu'on a annoncé le lancement de Maestro en cours du soir, en ligne, donc en part-time sur 14 semaines. Donc voilà, nouveau programme, nouvelle aventure, avec toujours Raphaël en prof, normalement.
Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Et je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Bon courage pour vos prochains noms. Et puis à très bientôt. Merci encore, Raphaël. Merci, c'était très cool. Merci, Anita. Merci à vous pour l'invite. Merci tout le Merci monde. Raphaël. Salut. Bye bye.